Ici Louis Lemieux. Bienvenue à Communication 360, une émission par les communicateurs, pour les communicateurs et avec les communicateurs de la grande industrie des communications de Montréal. À chaque semaine, on va parler de communication, mais tous azimuts, 360. Aujourd'hui, on parle de communication politique. En fait, on pose une question toute simple, mais qui obsède vraiment tout le monde. Est-ce que Donald Trump, le nouveau président américain, a tout changé la donne et a tout bouleversé la communication politique? En tout cas, il a tout changé, mais peut-être pas la communication politique, peut-être qu'il est juste bon en communication politique. C'est ce qu'on va voir avec nos invités de cet épisode et je vous les présente à l'instant en les remerciant d'être avec nous aujourd'hui. Je commence par Bruno Gouliel-Minetti, que j'appelle affectueusement et amicalement Monsieur G. Salut Bruno. Salut. Qu'est-ce qu'il faut dire de toi maintenant quand on te présente? Tu es devenu quoi là, après être aux commandes du numérique de l'Empire, Juste pour rire, et de l'autre côté du miroir de National, maintenant, tu es quoi? Moi, je dirais que je suis consultant. C'est Tout simplement, ou mercenaire numérique. J'aime ça, mon mercenaire numérique. Parce que je fais un peu de tout. Hein. Ouais. Je fais du conseil, je fais de l'analyse, je fais de la stratégie, je fais de la production. Alors, je m'amuse. Et Louis Aucoin est avec Tesla RP. En fait, il est plus qu'avec, il est Tesla RP, mais ça n'a rien à voir avec Aucoin, Tesla. Salut, Louis. Salut. Tesla. Parce que tu venais de t'acheter une Tesla, c'est ça? Non. Ben, peut-être ça va m'aider. Mais non, parce que l'inventeur, Nikola Tesla, c'est tellement un homme que j'admire, qui a révolutionné notre monde, qui a permis à peu près tout ce qui se passe dans la pièce ici aujourd'hui. Donc, moi, je pense que c'est un exemple d'innovation. Ben, tous les jours, je suis obligé de m'en inspirer parce que j'ai baptisé ma compagnie comme ça. Ah, c'est bon. Là, ça va te prendre une Tesla pour aller avec ça. Ben là, oui, on attend ça. J'ai lancé ça un peu n'importe comment comme sujet, mais en même temps, c'est une question qui m'obsède à chaque fois qu'on part en peur avec M. Trump, le président. Ça, c'est 2 fois par jour, minimum, de ce temps-là. Est-ce qu'il a vraiment changé la donne? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'il a cassé le jouet des communications politiques comme on les jouait avant qu'il arrive? Bien, avant même l'élection, il avait déjà un peu cassé le jouet, comme vous dites, en tout cas cassé le moule, parce qu'il n'a pas cherché à démontrer son aptitude à gouverner. Il a fait l'inverse. Normalement, c'est ça qu'on fait en élection. On dit « je vais être meilleur que monsieur, que madame », tout ça. Lui, il a dit c'est pas important si je suis bon ou si je suis pas bon pour. C'est pas ça. L'important, c'est que la joute politique change. Moi, c'est ça que je m'en vais faire. On va changer les règles du jeu, on va changer complètement l'échiquier. C'est ça que je m'en vais faire. Donc, mon aptitude à gouverner, je la définis par mon aptitude à ne pas faire les choses comme ils se sont faites avant. Là, c'est un peu surprenant. Mission accomplie, là. Mission accomplie, oui. Jusqu'à maintenant, ce bout-là a fonctionné. Donc, déjà, là, il avait changé les règles du jeu avant d'être élu. Mais est-ce qu'il a changé maintenant la façon dont on fait de la com politique? Bien, il a quitté, je dirais, c'est un iconoclaste. Donc, la façon dont on faisait avant, lui, ça le fatigue pas. Par exemple, dans le cas de l'ouragan Harvey qui dévaste Houston, normalement, le président, c'est une inspiration pour le peuple, hein? Puis ça, il l'a fait. Ça, il a dit, vous savez, on se tient les coudes, les Texans, on est fort, etc. Il a donné cette inspiration-là. Mais il n'a pas communiqué l'empathie. C'est toujours la deuxième chose. En fait, souvent l'empathie en premier. Donc, le président fait ça au nom du peuple américain. Montre de l'empathie, puis inspire les efforts qui sont faits. Et puis là, dans le cas de Donald Trump, c'est assez fascinant. Probablement beaucoup de psychiatres qui ont été marqués. Donc, il n'y a pas eu d'empathie. Il y a eu simplement le bout d'inspiration, la visite, puis tout l'émerveillement de Donald Trump devant la tempête. Ça, c'est une autre chose qu'on n'a jamais vue. Alors, le président peut lancer des avertissements, peut avertir ses concitoyens, les mobiliser, enfin, soutenir les efforts, mais le président Trump, lui, s'est émerveillé de la force de la tempête, il n'en revenait pas. Donc, puis on se demandait de quel côté il était finalement. S'il était du côté de la tempête, s'il en voulait une plus grosse. Donc, il y a ça, le style présidentiel vient d'être, en fait, mis de côté. Peut-être qu'il va être réintroduit avec un nouveau président, mais là, il est mis de côté. Par rapport à la com, on ne peut pas dire qu'il ne communique pas, bien au contraire. Mais en même temps, il ne communique pas comme aucun autre président avant. C'est son fameux Twitter. C'est pour ça que je t'ai invité. Je voulais absolument que tu me décortiques la bebite du président Twitter. Mais j'ajouterais quelque chose à ce que Louis a dit.
d'abord, avant de répondre à ta question, c'est qu'il faut se souvenir de où il vient, cet homme-là. Hein. Il vient du monde du real estate. C'est les communications qui l'ont rendu aussi célèbre qu'il était. C'est la télévision qui l'a rendu si célèbre en ayant son émission de télévision. Alors, il sait l'importance des communications. Il est lui-même un personnage. Et tout le long de sa carrière, quand il a monté son entreprise de Trump International, il sait systématiquement jouer des médias en créant des histoires, puis en intéressant les médias. Donc, il est resté fidèle à lui-même. Oui, bien, tout à fait. En devenant puis, président. C'est un peu, j'allais dire, c'est un peu hypocrite quand il y a les gens qui disent « Mais mon Dieu, il contrôle l'information. » Il a toujours contrôlé l'information, puis les journalistes ont toujours joué son jeu. Et pendant la campagne électorale, les journalistes ont encore joué leur jeu parce que c'était une bébite médiatique, ils l'alimentaient, puis les journalistes, eux autres, bien, se trouvaient des trucs. À un moment donné, ils ont ri jaune quand ils ont vu qu'il y avait vraiment une chance de devenir président parce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un comme ça. Et effectivement, pendant la campagne et maintenant qu'il est président, bien, il continue. Puis lui, il a compris qu'il pouvait prendre le contrôle des communications en devenant lui-même le média. Et c'est ça qu'il fait avec son compte Twitter. Il ne passe pas par les conférences de presse, il ne passe pas par des entrevues privées. Il ne passe même pas par ses collaborateurs. Il va lui-même annoncer ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il veut faire. C'est lui qui va mettre en garde les pays directement avec des tweets, des messages qu'il envoie sur Twitter. Et ça, c'est fascinant parce qu'on n'a jamais vu dans le passé des chefs d'État utiliser autant Twitter. Maintenant, il a fait école. Quand on regarde Macron, comment il utilise en France, comment il utilise Twitter, c'est fascinant. Justin Trudeau l'utilise aussi, mais c'est bon enfant si on le compare à ça. C'est formel, ouais. Trudeau l'utilise de façon classique. Là. Oui, mais ce qui est intéressant, il faut se souvenir que le Canada a eu un avant-goût de cette histoire-là avant les États-Unis, sous le gouvernement de Stephen Harper, parce que lui avait compris qu'il ne fallait pas passer par les journalistes pour espérer de faire un message aux Canadiens, et il avait créé autour de lui sa cellule de communication. Et ces gens-là avaient appris à bien utiliser les médias en tweetant, facebookant l'information, en produisant du matériel vidéo, du matériel audio, qu'il envoyait à toutes les petites stations et tous les gens qui voulaient recevoir l'information sur le premier ministre. Et qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'en bout de ligne, les citoyens se disaient, « Coudonc, il en fait des affaires, le premier ministre, puis les médias traditionnels n'en parlent jamais. » Et il a hijacké, puis moi je me souviens des conférences que j'ai été données à des politiciens en France là-dessus, pour montrer comment le premier ministre canadien de l'époque avait compris à contourner les médias. Et tranquillement, pas vite, c'est ça qu'on est en train de voir. Puis dans le très concret, l'exemple américain s'illustre très bien, à un point tel que maintenant, moi j'ai des contrats maintenant de la scène, du côté politique et de gens, d'élus qui veulent apprendre à bien utiliser Twitter pour être capable de contourner les médias et de parler directement aux Canadiens. Tu leur montres pas. Certainement que tu ne leur dis pas « faites comme lui, faites comme Trump ». Ce qu'il faut faire, c'est contrôler le message. Bien, exactement. Voilà. Mais il y a des choses que Trump fait très bien. Puis il faut se souvenir que derrière les tweets, il y a un homme. Et on parlait des psychologues tout à l'heure, les psychanalystes aussi auront un grand plaisir un jour probablement à écrire des livres et dire leur fond de la pensée. Pour le moment, ils disent absolument rien. Mais c'est la même chose. Quand on parle de tous les politiciens de la planète, ils rêvent juste une chose, d'être capables de rester sur leur message et de communiquer leur message. Les réseaux sociaux, c'est ce que ça permet et Trump est un bon exemple. Contrôler le message, Louis, c'est le rêve de tous les politiciens. Mais lui, il le fait tout seul. C'est comme s'il était tombé dedans, puis il nous a entraînés avec lui, puis à quelque part, il fait du Harper comme Harper faisait à la puissance 10. Là. Parce qu'Harper le faisait de façon conventionnelle, polie, propre. Oui, bien la différence entre les deux, c'est d'où vient le message. Tu sais. Parce que le message en politique, souvent, c'est la résultante d'une stratégie qui a été élaborée. C'est différents intérêts qui ont été sous-pesés, c'est beaucoup de gens qui ont collaboré. Puis à la fin, bon, on a un message. Et parfois c'est un coup d'éclat. C'est vrai que tout d'un coup, un politicien peut s'exprimer comme ça, mais généralement, même en s'exprimant de façon spontanée, c'est nourri d'années et d'années de lignes politiques qui ont été intégrées dans son ADN. Trump, c'est pas ça. Donc Trump, lui, le message vient de Donald Trump. Hein? Donc, il est capable du meilleur comme du pire. Il ne faut pas oublier que Donald Trump, non seulement c'est une personnalité, je dirais, personnalité colérique, enfin, plein de traits de caractère
Les psychiatres vont encore une fois s'amuser à le décortiquer. Narcissique, fois deux, probablement pervers narcissique, c'est le meilleur qui le définit. Un homme qui a hérité de sa richesse, de son père, qui a acculé son entreprise à la faillite, qui a réussi à se relever d'une peine. Il a fait plusieurs faillites. Donc, plusieurs faillites. Donc, c'est toute une personnalité. Et là, le message qu'il fait, ça vient de Donald Trump. Ça vient de lui, et c'est ça qui change un peu le moule. Et là, c'est le contraire d'avant. C'est toute la machine qui doit s'ajuster à son message. On ne voit pas ça souvent ici. Par exemple, au Québec, quand est arrivée cette histoire-là de l'autoroute 13, où les gens sont restés pris, et là, on a vu le premier ministre intervenir puis dire, là, ça va faire. Les ministres, la fonction publique, tout le monde, là, vous avez tout un téléphone, mais ce téléphone-là, il est supposé de servir à appeler les gens en état de crise. On ne voit pas ça souvent. Donc, et là, le premier ministre a marqué des points. Mais Philippe Couillard, quand est-ce qu'on va le voir tout d'un coup s'exclamer sur n'importe quoi où on ne l'attend pas, menacer le gouvernement fédéral, menacer les États américains? Il ne fera jamais ça. Donald Trump, on ne voit pas ça de temps en temps, on voit ça plusieurs fois par jour. Donc, c'est là que toute la machine doit s'ajuster à ce que dit le président. Donc, si la foule la plus importante de l'histoire à Washington est venue voir mon assermentation, toute la machine doit s'organiser pour dire la même chose. Et il y a une limite à ça, quand même. Il y a une limite au point de vue des communications, mais on n'a pas atteint... C'est ça, on l'a déjà atteint. Moi, j'ai raison, on l'a dépassé. On l'a dépassé, mais on ne l'a pas atteint au point de vue politique. Et on voit qu'il est capable d'aller encore plus loin, pas fini. Donc, c'est ça qui est intéressant de voir jusqu'où il est capable de garder la légitimité politique tout en ayant une non-stratégie de communication comme ça, qui le propulse quand même. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on va le qualifier de narcissique et de mégalomane, puis on le voit dans sa communication, la façon qui dépeint les événements. Je pense que l'exemple de l'inauguration était quelque chose. D'ailleurs, je dis toujours, entre parenthèses, j'étais à Washington cette journée-là, et il y avait énormément de gens qui attendaient avant de rentrer. Mais ça n'aurait pas fait autant que Barack Obama, là, mais quand même. Mais, donc, c'est ça, on le voit dépeindre des événements, et nous, on les voit parallèlement. Et c'est encore pire quand on a, parce que, bon, l'administration de Donald Trump est probablement celle qui a vécu le plus de fuites. Et c'est tellement fascinant de voir ce qui se dit vraiment dans son bureau, genre les discussions entre le chef d'État américain et le chef d'État mexicain qui dit « On va dire ça, là, mais on va s'arranger autrement. » Et là, lui, d'arriver avec son sage fort, « Non, 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 c'est les Mexicains qui vont payer. » Quand finalement, il s'est dit « Garde, réponds pas, là, puis on va s'arranger. » Et c'est ça, il y a de nombreux cas où on a vu ça. Et donc, on a sa communication, qui est l'homme qui dit sa version des faits, puis de l'autre côté, il y a son histoire. Mais c'est tout le temps ça. Alors, chose certaine, ce qui va être intéressant, ça va être un jour pour les historiens qui vont regarder cette série de tweets-là, d'expliquer qui c'était cet homme-là, puis d'essayer d'expliquer aux étudiants qu'ils auront c'était quoi la société américaine qui a accepté d'avoir ça. Alors, il y aura cette version de l'histoire américaine d'un côté, puis la version que tous les autres historiens voudront bien enseigner. On pourrait aller dans le fake news, on pourrait aller dans plein d'affaires, mais là où je veux aller, puisqu'on essaye de penser aux communicateurs, puis à ce qu'ils peuvent tirer comme leçon et compréhension de ce qui se passe, tu l'as déjà dit, Bruno, alors je suis curieux de voir la réaction de Louis. Il est en train de former des gens, ou en tout cas d'aider des gens en politique, à mieux communiquer par les médias sociaux. On savait que les médias sociaux allaient prendre une grande place. Oui. Est-ce que Trump a, pas brisé la bebelle, mais est-ce que Trump nous a donné une nouvelle façon de comprendre que la communication politique ne serait plus jamais la même à cause des médias sociaux? Bien, ce qui nous enseigne, je pense, c'est qu'il y a la possibilité de mesurer les gens qui sont en accord avec notre message, puis de mesurer ceux qui ne sont pas d'accord. Comme le gouvernement qui attend un sondage avec le taux de satisfaction ou d'insatisfaction, mais on peut le faire continuellement. Et c'est ça qui change dans la dynamique politique. Par exemple aussi, les médias sociaux, ça aide Donald Trump à communiquer directement avec les gens. Mais les gens ne communiquent pas seulement avec le président, ils communiquent ailleurs. Donc, ils voient d'autres réalités que celles du président. Il doit en tenir compte. Et ça, parce pour lui, sa stratégie, et ça devient presque incroyable comme stratégie. D'abord, décrédibiliser les médias. Fake news, là, on peut pas passer à côté. Donc, fake news, il l'a joué beaucoup, et il n'a pas besoin de convaincre tout le monde. Il ne convaincra pas tout le monde à New York et à Washington, mais il va convaincre suffisamment de gens pour avoir une masse critique. C'est ça que ça lui donne. Pas besoin on n'est pas dans le consensus, on n'est pas dans le 50% plus 1. On est dans une masse critique, et là, ça lui permet d'évoluer son discours, et là, il continue sur les fake news, mais moins.
moins qu'avant, parce qu'il est en transition vers « je suis venu vous défendre ». C'est sûr que maintenant, il y a une pause à cause des ouragans, il y a une pause en ce moment, et là, il est plus près des gens. Mais même avant, on voyait la transition vers I'm gonna drain the swamp, hein, je vais nettoyer le marais, donc drainer le marais de Washington. Et ça, c'est dans l'intérêt du public et on s'en va vers ce discours-là plus, vers l'entente qu'il a fait avec les démocrates, si vous voulez, dans le dos des républicains un petit peu, là, pour faire avancer, pour débloquer des fonds, là, pour aider les gens sur le terrain, etc. Il est dans un changement de discours, mais qui s'additionne à celui qu'il y avait déjà. Là. Ça ne veut pas dire qu'il change complètement, ça veut dire qu'il progresse. Et puis ça, c'est intéressant dans sa stratégie de communication, au-delà des tweets, là, la stratégie générale pour rester crédible et légitime. Puis ce qui est habile, puis on voit que c'est un fin renard, c'est que la raison aussi pour laquelle il a cessé de lui-même parler des fake news, il le mentionne à l'occasion, mais c'est rare, c'est parce que maintenant, les gens qui sont les fake news l'utilise le terme. Alors, il a passé le mot, ça a été rentré dans le langage public. Oui. Et là, maintenant, quand vous avez un organisme comme la FEMA, qui est l'organisation qui gère les services d'aide sur place, obligé de créer un site web pour dire qu'on va vous informer et défaire les fake news, ou qu'il y a des conférences de presse et qui disent « This is not a fake news, this is a real information ». Hey, on a un problème, mais ça a été habile parce qu'il a rentré ça dans la culture populaire et là, maintenant, les autres l'utilisent. Alors lui, il a pu passer à autre chose. C'est très habile, ça, comme stratégie. Sans nous dire pour qui tu travailles et quels sont tes clients, est-ce que tu as l'impression qu'il va y avoir un avant-Trump et un après-Trump, autant pour le Québec que pour... Comme là, il y en a une campagne dans un an. Là. Je ne sais pas pour les municipales dans quelques semaines, mais au provincial, dans un an, il y a une campagne. Ça ne pourra pas être la même campagne de médias sociaux que c'était il y a 3 ans. De toute façon, ça ne l'aurait pas été. Mais là, est-ce qu'il est en train de faire école? Est-ce qu'on est obligé de reconsidérer la façon dont on fait des médias sociaux en politique puis en com politique à cause de Trump? Ouais. Oui. Bien, de toute façon, Louis pourrait aussi donner oui, je vais y aller après, n'inquiète pas. mais quand on regarde, tu sais, il y a eu l'époque où il y avait Barack Obama, puis là, les gens se sont rendus compte que le web, ça pourrait être intéressant pour eux autres. Puis après, mais c'est ça. Oui. Puis après, il y a eu l'époque de Trump, puis là, les gens disaient, peut-être que les réseaux sociaux. Sauf que ça fait des années qu'on travaille dessus. Je regarde juste la dernière campagne fédérale au Canada, tout le data qui ont été cherchés avec les réseaux sociaux et ce qu'ils ont été capables de faire comme mouvement populaire, ça a été ça. Au Canada, on l'a déjà vécu. Au Québec, ça va probablement être la première fois que les réseaux sociaux vont être aussi importants. Tous les partis sont en train de regarder, et ça, ils vont chercher des consultants ici et là pour essayer de faire avancer leur réflexion. Mais c'est là, c'est une donnée. Sachant maintenant que Facebook, par exemple, il faut nommer celui-là, a une beaucoup plus grande portée, maintenant une pénétration chez les Québécois, par exemple, que la télé peut en avoir. Là, c'est pas rien, là. Fait que si tu te permets d'apparaître sur la page Facebook de quelqu'un, bien, il est là, tu es chez lui, tu es devant sa face, qu'il soit à la maison ou qu'il soit dans l'autobus en train de se rendre chez lui ou au travail. Tandis que si tu fais une bonne vieille pub à la télévision ou à la radio, il faut que tu attendes qu'il aille là. Et puis les gens sont beaucoup plus maintenant sur Internet que dans le média traditionnel, sur les réseaux sociaux. Alors, ils sont là, il faut aller leur parler là. Mais on ne fera pas une campagne de médias sociaux à la Trump, Louis. On va s'ajuster pour faire des médias sociaux au Québec, mais il n'y a pas un mini-Trump qui va sortir, j'espère, de la politique québécoise. Non, c'est une question de personnalité aussi. Écoute, il y a tellement de choses à dire là-dessus. D'abord, les médias sociaux nous permettent de transmettre une authenticité. Donc, Justin Trudeau, ça l'a bien servi. Oui. Hein? C'est un bon garçon, c'est un bon scout. Donc, le genre que toutes les belles-mères souhaitent avoir. Donc, ça lui sert à transmettre cette image-là. Donald Trump, c'est une autre chose, donc ça s'adapte. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les médias sociaux, ça sert pas tellement pour plaire, mais pour le fait que, parce qu'on l'a utilisé pour plaire, hein, envoyer des belles vidéos, puis transmettre des idées, mais c'est pas tellement ça. C'est que de plus en plus, les gens, non seulement plus présents sur Facebook qu'à la télévision, mais vont chercher leur information là-dessus, leurs bulletins de nouvelles dans leur fil d'actualité. Donc ça, et on s'en va peut-être vers une société où ça va être majoritairement sur Facebook. Donc ça commence à être extrêmement important. L'autre chose, c'est que pas seulement les réseaux sociaux, mais l'ensemble des communications numériques vont nous permettre de transmettre plus rapidement, mais surtout plus facilement,
aux médias traditionnels des informations qu'avant, c'était plus difficile d'y rejoindre par courriel ou autre chose, donc des fichiers MP3, des bandes du son. Mais là, ils peuvent venir les chercher. On peut leur livrer directement, instantanément. Donc, on peut aussi, par toutes sortes de façons, rejoindre les gens plus ciblés, donc des publicités beaucoup plus ciblées selon l'âge, selon ce que tu achètes à l'épicerie, selon un paquet de données, les données qui sont disponibles. Alors, je ne sais pas si les partis politiques vont avoir les moyens, il faudra peut-être ajuster les seuils de dépenses électorales. Donc ça, c'est une autre façon. Et puis, enfin, les publicités qui sont dans les médias traditionnels, peut-être qu'ils vont se mettre à s'adresser moins au grand public, puis plus aux militants des partis, pour les mobiliser. Et pour la petite histoire, c'est intéressant parce que tu parles justement des données qu'on utilise comme ça. Pour regarder la dernière campagne électorale au Canada, il y a un groupe, ça a tellement bien fonctionné pour eux qu'il y a une entreprise, un spin-off qui a été créé. Ils ont un chapitre à Ottawa, mais ils sont aussi ailleurs au pays. Et ces gens-là offrent leur expertise, un peu comme les démocrates et les républicains offraient. Mais évidemment, au Canada, c'était difficile d'utiliser les logiciels et les services parce qu'il y a beaucoup d'informations à cause des lois qui protègent les Canadiens, des informations qu'on ne pouvait pas utiliser. Tandis que les Canadiens étant si bien protégés au niveau des données personnelles que les systèmes qui ont été développés ici au Canada peuvent être facilement utilisés à l'extérieur. Et donc, déjà, moi, je sais que l'équipe de communication qui a travaillé sur la campagne de Justin Trudeau a été faire des campagnes pour des vrais politiciens qui étaient par exemple, aux présidentielles françaises, ou même dans la dernière campagne électorale aux États-Unis. Il faut savoir que l'équipe de Hillary Clinton a été chercher de l'information auprès des stratèges numériques de Justin Trudeau. C'est pas rien, ça. Je reviens à l'essentiel de la question, est-ce que Trump a changé la com politique? Il faudrait peut-être que je recule avant d'avancer, dans le sens que je dis souvent, la com, c'est de la com, mais de la com politique, c'est pas comme les autres. Parce qu'on ne communique pas pour les mêmes fins, pour les mêmes besoins. Est-ce que le média réseau social est plus capable de gérer ça, est mieux capable? Je veux dire, déjà, tu sais, les influenceurs vendent du shampoing, puis je ne sais pas quoi d'autre, il y a un paquet de monde qui vendent un paquet d'histoires. Mais en plus, il y a cette possibilité-là maintenant qu'on connaissait, qu'on savait, mais là, la com politique, c'est comme c'est all-in sur les médias sociaux. Oui, mais les réseaux sociaux viennent pallier à une difficulté qui n'est pas dans la communication en général ou la couverture médiatique générale. La couverture médiatique en général offre une chance aux gens qui sont dans l'actualité. En communication politique, là, je m'excuse, mais il n'y a pas grand analyste politique qui laisse une chance aux coureurs. Et donc, à partir de là, les réseaux sociaux leur permettent de contrôler leur message, de rectifier des situations rapidement et donc de dire ce qu'ils veulent dire aux gens et de contourner les grands médias qui sont là, puis au passage de contourner aussi les analystes. Et ça, c'est précieux. Alors, il y a des entreprises qui vendent des souliers, qui veulent toujours avoir que les animateurs utilisent leurs souliers parce que ça paraît bien, mais à un moment donné, quand tu fais de la politique, puis que tu veux que ton message passe, puis que tu es toujours en train de te faire avec du sarcasme, ou tu n'es même plus en train de faire ramener les faits qui ont été dits à un point de presse, mais analyser, mâcher, et donc ton message ne passe jamais, bien, à un moment donné, tu te dis, non, regarde, moi, je vais parler directement aux Québécois, directement aux Canadiens, puis on va voir comment mon message va être perçu. Oui, c'est ça. Mais en fait, j'étais tellement concentré à t'écouter. Bon, meilleur exemple de ça, oui, mais je me rappelais de la campagne de Mélanie Joly. Puis Mélanie Joly, elle avait été, les journaux traditionnels avaient dit, nous ne couvrirons pas sa campagne. Parce qu'il y a déjà 3 autres personnes, 3 hommes qui se présentent et on trouve que c'est plus pertinent de les couvrir. Puis c'est un parti mineur, Mélanie Joly. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez, absence totale de couverture dans les journaux annoncée. Donc, elle s'est réfugiée dans les médias sociaux. Elle y était déjà beaucoup, elle y est encore plus. Donc, et là, la stratégie s'est raffinée. Donc, des photos avec les gens un peu partout. Elle a montré sur les médias sociaux, en résumé, qu'elle voulait vraiment ce poste-là, qu'elle était vraiment près des gens, qu'elle n'était pas la femme loin du monde, elle était avec les gens dans les parcs, etc. Et quand il arrive le premier sondage d'opinion, elle est deuxième. Devant des types comme Richard Bergeron, qui est devant Louise Arel, devant Marcel Côté, des vieux routiers. Là. Donc,
Et elle est devant tout ce monde-là, à peine derrière Denis Coderre. Et là, tous les journalistes font « OK, oups, on s'est trompé. Mais les médias sociaux ont joué un rôle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné aux gens le droit de se faire leur propre opinion. Et pas seulement aux politiciens le droit de parler aux gens de façon authentique. Ou aux journalistes. Ou aux journalistes, oui, effectivement. Et puis, je ne pense pas que les journalistes étaient mal intentionnés, ils ont mal calculé. Donc, et dans ce cas-là, Mélanie Joly, elle a pris sa place, mais les gens lui ont donné cette place-là. C'est ça qui est fascinant de voir. Et là, c'est pas seulement la dynamique entre les politiciens et les journalistes qui change, mais c'est la place que les gens prennent en démocratie, simplement en s'intéressant par les médias sociaux à ce qui se passe. Puis, autre cas intéressant comme ça, je pense à Catherine Fournier dans le Bordura, Oui. qui est maintenant députée au Parti québécois. Elle, pendant 1 an et demi, a passé son temps à témoigner sur les réseaux sociaux avec des photos, avec des vidéos, son engagement localement, alors que tous les autres candidats qui voulaient l'investiture du Parti québécois, eux autres attendaient que la campagne soit sifflée et qu'ils se mettent à courir avec leur pancarte. Bien, pendant 1 an et demi, elle s'est positionnée, présente. Puis probablement qu'il y en a d'autres candidats qui ont fait des choses comme ça, mais ils n'ont pas été assez intelligents pour le montrer. Alors, elle, pendant 1 an, elle fait campagne officieusement sur les réseaux sociaux. Mais quand vient le temps de la vraie campagne, là, il y a une culture. Les gens l'ont vu. Elle a un patrimoine derrière elle. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, effectivement, les gens, quand on parlait du PQ, il y a même des gens qui pensaient, avant qu'il y ait l'élection, qu'elle était déjà députée tellement qu'elle était partout, puis qu'elle était dans les parties de bine puis des ébouchettes de blé d'Inde. Elle était partout. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur l'image de la candidate. Et ça, je trouve ça très habile. Donc, c'est pas Trump qui a tout changé, c'est Trump qui a été suffisamment habile, intelligent, efficace pour nous montrer où il fallait aller. Dans le fond, ça a été un bon entraîneur. Puis, vous voyez, si on ramène ça à Montréal, je pense que le meilleur exemple à montrer, c'est peut-être le maire Coderre, qui est quand même quelqu'un qui a réussi à se faire effacer comme image de député fédéral, qui est devenu un grand Montréalais en utilisant Facebook et Twitter, en montrant son engagement envers le Canadien, envers les questions montréalaises, alors qu'un député fédéral ne fait pas tant que ça. Puis, il a parlé des enjeux montréalais. Tranquillement, pas vite, c'est rentré dans la tête que, finalement, c'est pas un gars juste de Montréal-Nord, c'est un Montréalais. Et ça marquait la trame de fond. Et pendant 1 an, 2 ans, il a battu le faire sur la question. La plus grande partie de ses tweets, c'est sur le Canadien de Montréal, si je ne me trompe ouais, pas. À l'époque, oui. Oui. Il va même emmener les expos en Twitter, en tout cas. Là. Mais Donald Trump, par contre, a fait progresser une chose qui n'était pas... puis on le voit avec Emmanuel Macron, qui, lui, est élu pour un mandat de 5 ans. Et là, essaie de recréer le septennat, puis le président qui est le fils de Dieu, presque. Le roi Soleil. Le roi Soleil. Donc, lui, il dit, bon, moi, je m'adresse moins aux médias, vous savez, je suis réservé, je suis président de la République. Donc, et là, les gens disent, écoute, le président de la République, peut-être, là, mais il va falloir que tu viennes nous voir, là, puis il va falloir que tu nous parles, etc. Et il est obligé d'être plus présent, donner plus d'entrevues, il est obligé de promettre de donner plus d'entrevues. Probablement que les médias sociaux, ça l'aiderait. Et il n'y a pas le choix, parce que le leader des États-Unis, lui, le fait. Donc, les Français peuvent s'attendre à la même transparence. Donc, il ne deviendra pas Donald Trump, mais il va devenir quelqu'un qui est obligé d'être plus présent, et ça s'applique aux autres leaders du monde. Puis c'est aussi une réalité générationnelle. C'est-à-dire que là, on parle, quand on regarde des milléniums qui sont en train de vieillir, eux aussi, bien, à un moment donné, ça va créer la majorité des gens qui vont aller voter, qui vont être intéressés. Et ces gens-là, bien, tu leur communiques là, puis les plus jeunes, tu les communiques là. Alors, tous les gens qui sont chefs d'État, qui ont des fonctions, des hautes fonctions dans l'État, peu importe le niveau municipal, provincial ou fédéral, vont devoir s'habituer. Ça va faire partie, un peu comme Nixon l'a payé à l'époque. Lui, il ne voulait pas faire de télévision, puis ben, justement, il a perdu avec ça. Ben voilà. Ceux qui ne voudront pas faire des réseaux sociaux, je m'excuse, mais ils vont perdre avec ça. Messieurs, vous m'avez comblé et surpris parce que je pensais qu'on allait faire du Trump bashing, mais dans le fond, on en a appris beaucoup au cours de la dernière demi-heure sur là où on était rendu, puis là où on s'en allait. Puis, je suis content parce que Trump, ça va avoir été juste un prétexte pour parler de communication politique. Ça fait du bien de le voir et de le passer comme ça. Juste avant de partir, Bruno, tu as repris le collier du podcast plus que jamais. D'ailleurs, c'est de la grosse innovation là, de semaine en semaine, ton affaire. Oui, c'est un rendez-vous que je donne tous les vendredis. Non, mais regarde, tu es trop modeste. Là. Il y a quoi? Il y a combien d'écoutes, bonhomme? En moyenne, c'est 12 000 par semaine. Mais c'est ça, là, c'est costaud, là. Oui, je suis content. Les gens sont venus me retrouver là-dessus. Puis c'est un rendez-vous pour revenir sur l'actualité technologique, puis surtout parler avec des gens qui font de la technologie, des communications. Puis une fois par mois, ça, c'était un rêve que j'avais dans le temps quand j'étais à Radio-Canada, mais ça ne pouvait pas
Technosphère, c'était de réunir des gens qui aiment la technologie, mais en France, en Suisse, en Belgique, puis au Québec, et de leur faire parler de ça, de différents thèmes. Puis ça, c'est trippant. Ça, le podcast te permet de faire ça. Et j'adore jouer avec tes amis là-dessus. J'adore écouter le podcast le reste du temps, mais j'adore jouer sur ce podcast international avec toi puis tes amis européens parce que je sens qu'il y a une capacité, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Communication 360, une capacité, un pouvoir de partage qu'on ne sent pas dans le média traditionnel. Et de réflexion. Et de réflexion, et qui est tellement important. Je trouve ça toujours fascinant. D'avoir 4 visions, quatre cultures qui se rencontrent sur des mêmes sujets, là, on n'entend pas ça. C'est beau quand on parle. Écoute, c'est sage notre affaire. Louis, au coin, je te donne le mot de la fin. Tu as bien de quoi abattre, là, parce qu'on vient de dire des choses intéressantes, là, nous autres. Mais en communication politique? Oui, mais on n'a pas fini de voir de l'innovation. On est peut-être au Québec un petit peu à la remorque de ce qui se fait ailleurs, mais c'est vrai dans plusieurs domaines. Puis, vous savez quoi, ça nous aide. Ça nous aide à prendre du recul, puis peut-être choisir un petit peu ce qui se fait de mieux, puis de le faire, puis de l'amener plus loin, comme on commence à avoir l'habitude de le faire dans beaucoup de domaines au Québec, puis il faut être fier de ça. Monsieur G. Bruno Gouliel-Minetti, consultant en toutes sortes d'affaires. Louis Aucoin, Tesla RP, Relations publiques. Merci, messieurs. Et merci à vous d'avoir été des nôtres pour cet autre épisode de Communication 360, une émission diffusée évidemment sur le web. D'ailleurs, vous pouvez le dire et le faire savoir à vos amis, par les communicateurs, pour les communicateurs et avec des communicateurs de la grande industrie des communications de Montréal et du Québec. Ici Louis Lemieux à Montréal. Merci, salut! C'est fini!